If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Alexandre Monin, nous parlons de démantèlement industriel et de renoncement collectif pour maintenir la Terre habitable. Bonjour Alexandre Monin. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à notre micro. Avec plaisir. Vous êtes enseignant-chercheur et en ce début de printemps, vous publiez « Politiser le renoncement » aux éditions Divergence. Je dois le dire, votre livre est un livre d'une grande portée qui interroge à la fois les techniques et les sciences sociales et qui est donc pleinement en phase avec notre programmation 2023 nommée « La volonté de changer ». La volonté de changer, qu'est-ce que ça vous évoque ? La volonté de changer, c'est pour moi le fait de reconnaître finalement les défis qui sont les nôtres aujourd'hui et d'essayer d'être à la hauteur de ces défis. Alors défi, c'est peut-être même un euphémisme, mais essayer d'être à la hauteur de la situation, ça implique effectivement de changer des choses et moi c'est effectivement ce que ça m'évoque. Donc être à la hauteur de la situation, ça suppose déjà d'identifier à la fois quelles sont les difficultés et quels sont les leviers d'action et d'essayer en face de bâtir justement une réponse adaptée à ces difficultés. Donc souvent ce sont des difficultés qu'on peut apercevoir sans forcément penser qu'on a des leviers d'action. Parfois, il manque les institutions pour le faire, parfois manque les outils pour le faire. Donc, il y a effectivement un enjeu d'accompagner cette volonté de changer, notamment par des savoirs adéquats, par des pratiques adéquates, de montrer par l'exemple aussi qu'on est en capacité d'exprimer pratiquement cette volonté de changer. Voilà, ça m'évoque finalement peut-être une étincelle, mais qui doit être accompagnée d'autres choses. Et pour vous, un des grands thèmes qui peut accompagner le changement, c'est le renoncement. Vous écrivez « Pour que la Terre reste habitable, il faut organiser le renoncement ». Alors, au regard de cette crise écologique, diriez-vous que choisir, c'est renoncer, ou plutôt que changer, c'est renoncer ? Alors effectivement, choisir, c'est renoncer, comme le dit l'adage. Mais quand on dit ça, on reste toujours dans la perspective où on met choisir d'abord, renoncer ensuite. De la même manière que investir quelque part, c'est aussi renoncer, parce que c'est renoncer à investir ailleurs. Donc c'est désinvestir ailleurs. Mais ça n'est pas mettre au premier plan cette question du renoncement, de la fermeture, puisque moi j'entends un peu une équivalence entre les deux. Et par contre, quand on commence à poser cette question du renoncement, eh bien le cadre est tout différent malgré tout. Donc ne pas la laisser au second plan, s'en emparer directement, ça a aussi des conséquences. Ça a des conséquences quant à la manière de poser les problèmes. Ça a des conséquences également politique, même si, effectivement, quand on pense le renoncement, eh bien, il faut aussi penser à côté ce que l'on maintient. Parce qu'évidemment, les deux aspects sont absolument fondamentaux. On va y revenir, mais on va rester un peu sur cette question du renoncement qui consiste en fait à démanteler certaines infrastructures et donc à éroder nos dépendances à la technique en renonçant collectivement à certains attachements. Mais vous n'êtes pas un technophobe pour autant, Alexandre Monin. Vous mettez en garde contre les relents parfois conservateurs des luttes contre la technique et la civilisation. Seulement peut-on réellement, selon vous, trouver un équilibre entre l'intenable fuite en avant technologique d'un côté et à l'opposé l'arrêt de toute la machine ? Eh bien, d'une certaine manière, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que la fuite en avant, effectivement, poserait d'immenses problèmes. Laisser la technosphère à elle-même grossir encore et encore serait très, très compliqué. Et en même temps, sortir du jour au lendemain de cette technosphère. Alors, il faut entendre d'ailleurs les infrastructures, mais aussi d'autres choses. Il y a les modèles économiques, les modèles managériaux, donc des éléments qui sont peut-être pas uniquement techniques, ou en tout cas en un sens moins restreint. Et souvent, je l'illustre en prenant l'image de la ligne de crête, en disant que nous sommes dépendants à très court terme d'infrastructures, de modèles, etc., etc. Et quand je dis nous, c'est nous collectivement. Il y a aussi des modèles, des infrastructures, de la technique dans les pays du Sud global. C'est pas que dans le Nord global qu'il y a ça.
Donc nous sommes dépendants à très court terme de ces techniques, de ces modèles, etc., etc. Et en même temps, nous ne pouvons pas les laisser perdurer tels quels ou grossir à moyen et encore moins, évidemment, à long terme. Donc comment est-ce qu'on fait avec cette situation? On ne peut pas en sortir du jour au lendemain, ça causerait des dégâts humains absolument majeurs. On ne peut pas en même temps les laisser perdurer. Donc il faut effectivement trouver une ligne de crête entre les deux qui est à l'extrême finalement opposé de ces deux pôles, et c'est effectivement pour moi la seule voie que l'on peut suivre aujourd'hui, parce que le business as usual, mais l'idée d'abandonner comme ça nos dépendances techniques, logistiques, etc., ne sont pas des perspectives viables, ou alors qui sacrifient énormément de monde. Et donc effectivement, il me semble qu'il faut essayer de travailler sur une autre voie, même si c'est difficile, mais c'est absolument nécessaire. Et pour vous, il y a une autre voie qui n'est pas forcément convaincante, c'est celle, disons, de l'autonomie, ou encore des pensées du vivant qui sont aujourd'hui très en vogue en France. Quels sont les écueils, selon vous, de ces mouvements? Quels sont les impensés, même, je dirais, des philosophes comme Bruno Latour, Descola ou encore Morisot? Alors, Bruno Latour, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment un penseur du vivant. En tout cas, bon, le statut par rapport à ça est un petit peu, par rapport à ses philosophies, un petit peu compliqué, même s'il a accompagné leur essor en France. Moi, ce qui me questionne largement, et en incluant un petit peu tout ce monde-là, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir sur les différences très importantes qui existent entre ces penseurs, c'est notamment le rejet d'une dimension qui est peut-être la dimension justement planétaire. Dans les attracteurs que proposait Bruno Latour, il parlait du local, il parlait du global, et il expliquait qu'il fallait imaginer un autre attracteur pour la politique demain, qui n'était pas le hors-sol vers lequel nous amenait, nous disait-il, Trump dans son livre de 2017, Où atterrir. Mais il nous expliquait qu'il fallait bâtir finalement un nouvel attracteur politique qui était le terrestre. Mmh. Et que le terrestre, finalement, c'était redonner une place aux non-humains, c'était sortir de la production, qui était un thème important, même s'il l'a assez peu, finalement, explicité à la fin de sa vie, etc., etc. Il se trouve qu'il y a d'autres penseurs qui ont proposé une autre dimension, sur laquelle il est un petit peu revenu, d'ailleurs, par la suite, qui est, je pense notamment à Dipesh Chakrabarty, je pense à Benjamin Bratton, mais il y en a d'autres, qui est la dimension du planétaire. Et le planétaire, ça me semble effectivement très important à prendre en considération, parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, il n'y a plus véritablement de local. Donc quand on essaye de poser la question de l'autonomie, et qu'on perd totalement de vue le planétaire, le fait que même à des échelles locales, en fait, on se retrouve en but à des éléments, des techniques, de la logistique, etc., qui existent à un niveau planétaire. Le simple fait de dire qu'on va déscalariser, qu'on va changer d'échelle, qu'on va relocaliser, en fait, ça chinte complètement cette dimension et une partie de nos attachements qui, malgré nous, en fait, sont des attachements à cette dimension planétaire. Donc, comment est-ce qu'on la reconnaît, cette dimension ? Comment est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'éventuellement on la détricote en partie, mais pas forcément totalement tout de suite, sans forcément effectivement viser l'autonomie? Parce que revenir à une échelle comme ça très locale, ce qui peut être bien et positif par ailleurs, mais ça ne suffit pas à soi seul. Ça ne suffit pas à soi seul quand on est 8 milliards de personnes sur Terre et qu'on ne peut pas revenir en fait à des modes de vie antérieurs, parce que ces modes de vie qui reposaient très, très clairement, très facilement, sur la biomasse, à 8 milliards, si on exploite la biomasse comme on l'exploitait dans les temps plus anciens, qui sont parfois un peu idéalisés, ça va être la catastrophe. Mais pour autant, est-ce qu'on n'a pas besoin de ces pensées d'autonomie, ces pensées anti-industrielles assez radicales, pour amener à des actions, elles aussi radicales peut-être, et qui permettraient d'accélérer le nécessaire démantèlement dont vous êtes le promoteur? Alors moi, c'est un démantèlement que je promeut, une fermeture, etc., qui est pas du tout viriliste, qui n'est pas validiste, et qui considère aussi que on n'est pas dans une lutte ontologique contre le monde moderne.
Donc si ces pensées-là sont sur cette ligne, pourquoi pas, mais par contre j'ai un doute. Donc pour moi, on n'est pas dans une lutte ontologique pour le monde moderne, on se dirait finalement, le monde moderne est responsable ou les modernes, comme disait Bruno Latour, sont responsables de la catastrophe, tout est à jeter, tout est à abandonner, et dans certaines de ces pensées-là, effectivement, il y a des considérations transphobes, validistes, etc., et qui font que non, pour moi, ce ne sont pas des alliés, et que la radicalité qui se paye finalement d'une transphobie, d'un validisme et d'autres considérations souvent réactionnaires, en fait, c'est une radicalité très classique, c'est-à-dire que ces positions-là, elles peuvent être prises par ces gens-là, mais elles peuvent aussi être prises par l'extrême droite, par d'autres courants, et du coup, je crains que ça ne s'exprime justement cette radicalité avant tout dans ces directions et pas du tout de manière pratique dans le démantèlement de quoi que ce soit, parce qu'il me semble pas d'ailleurs que très concrètement ce soit ce qui est à l'ordre du jour et que ces groupes y contribuent d'une manière ou d'une autre en fait. Alors on va se concentrer sur la notion de commun négatif, après cette parenthèse philosophique. Les communs sont souvent perçus comme positifs. On parle de biens communs pour désigner les ressources partagées, l'eau par exemple. Alors pourquoi vous parlez, vous théorisez autour de ces communs négatifs et en quoi ils peuvent nous aider, ces communs négatifs, à politiser le renoncement ? Alors effectivement, l'idée de commun négatif, c'était une reprise de la notion de commun pour repenser un petit peu la place des communs dans l'Anthropocène. Moi, ça fait quelques années que je porte cette idée-là en me disant que il n'y a pas que des communs positifs qu'il faut protéger, qu'il faut sauvegarder dans l'Anthropocène, et que toute la question, c'est leur sauvegarde. Et la question de l'eau, de ce point de vue-là, l'illustre très bien, il n'y a pas du tout de souci. Mais il y a aussi d'autres réalités qui nous échoient. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on donne un traitement, quel traitement collectif on donne à ces réalités et comment on arrive à les politiser. Donc il y a à la fois des réalités qui sont des réalités, moi j'appelle ça des ruines ruinées qui ressemblent à des ruines, ce qui est très fidèle à l'esthétique de l'Anthropocène, relativement classique. Donc ça peut être des sols pollués, ça peut être des rivières asséchées, ça peut être des infrastructures en déshérence, on peut imaginer plein de choses. Et puis il y a des éléments en fait dont le fonctionnement même nuit à l'habitabilité de la Terre, et auxquels malgré tout nous pouvons être attachés de multiples manières. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces réalités-là ? Comment est-ce qu'on arrive à les politiser ? Alors je précise tout de suite que l'idée de commun négatif, c'est pas d'en faire une catégorie ontologique, en disant voilà, moi j'ai des détestations qui sont bien fondées et je vais les partager avec mes lectrices et avec mes lecteurs. C'est l'idée plutôt que on peut en faire finalement une façon de s'emparer d'un certain nombre de réalités, et là c'est une question stratégique finalement, pour les repolitiser, pour dire que ces réalités-là nécessitent un autre traitement, une autre trajectoire, peut-être on les ferme, peut-être on les maintienne mais à distance, peut-être qu'on s'en accommode, bon ça c'est à déterminer au cas par cas, mais en tout cas voilà, c'est l'idée que finalement nous habitons dans un monde qui est potentiellement constitué de communs négatifs, en tout cas de très nombreux communs négatifs, et que la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Donc qu'est-ce qu'on fait de cet héritage qui pèse, auquel en même temps nous sommes attachés, et qu'il faut trouver les moyens tantôt de détricoter, de démanteler ou autre. Donc ça permet aussi de se dire qu'un certain nombre d'éléments qui ne ressemblent pas forcément à des ruines mais qui sont problématiques, eh bien peuvent être politisés, et c'est bien ce qu'on voit autour de nous, autour de les contestations autour de la 5G, les contestations autour des méga-bassines, voilà, il y a plein de contestations autour de dispositifs, de techniques, etc. Et donc moi j'essaie de donner un cadre pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut donner une autre trajectoire à ces entités-là. Alors on peut justement s'arrêter sur cet exemple très concret des méga-bassines qui sont présentées comme des solutions d'adaptation, de résilience pour certains. Donc c'est pour vous un commun négatif qu'il nous faut nommer et autour duquel on doit réfléchir ensemble, s'organiser pour comprendre comment arriver à une forme de démantèlement, comment on peut appréhender cette question des méga-bassines à l'aune du renoncement. Oui, alors
ce qui permet d'en faire un commun, c'est la question de l'enquête. C'est-à-dire le fait d'enquêter pour montrer que ces communs ont une valeur négative en l'occurrence et donc éventuellement mériteraient qu'on les démente là. Alors moi je suis pas non plus naïf, hein, donc je suis pas là à défendre une vision totalement dialogique, on va dire, de la démocratie. C'est souvent ce qui a été reproché à John Dewey, qui est un petit peu le philosophe américain pragmatiste, qui a défendu l'idée que la démocratie c'était la capacité justement de s'emparer d'un certain nombre de problèmes et pour des collectifs d'enquêter dessus. Donc c'est une vision dont je me réclame, puisque John Dewey c'est aussi un penseur qui mettait en avant le fait que quand on enquête, quand on s'empare comme ça collectivement de ces problèmes-là, à un moment donné, il peut y avoir aussi des rapports de force, il peut y avoir de la coercition, il peut y avoir des frottements. Simplement, lui disait, il ne faut pas que ces frottements nuisent à l'enquête. Donc, il peut y avoir des frottements, mais toujours dans le but d'avancer finalement l'enquête et qui peut elle-même révéler des choses plus ou moins contradictoires. Hein. Le monde, la réalité est assez grise. Donc, c'est pour ça que moi, je ne me prononce pas ici, étant donné que je ne suis pas dans l'enquête, même si je peux avoir un avis personnel sur les méga-bassines, pour lesquels, a priori, je n'ai pas de sympathie. Mais comme pour tout, j'imagine que c'est assez compliqué et qu'il y a des facteurs locaux. En tout cas, ça me semble effectivement un exemple tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, j'ai l'impression... ça n'engage que moi, que c'est plutôt cette démarche d'enquête, de production d'expertise, de la valoriser devant les tribunaux, etc., qui, en l'occurrence, gêne le pouvoir, que jusqu'ici, les manifestations qui ont plutôt renforcé des réponses répressives et dont très visiblement certains ministres font leur miel pour leurs ambitions personnelles. Après, ces deux mouvements vont ensemble peut-être. Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous insistez vraiment sur cette notion de politisation et de démocratie. Vous dites qu'il nous faut tordre le cou à un cliché, celui que la démocratie serait fondamentalement inadaptée à l'urgence climatique. Donc ça, c'est vraiment central pour vous dans votre travail. Mais comment politiser certaines questions qui nous semblent aujourd'hui intouchables, comme les questions, par exemple, du numérique ? Est-ce que ça vous semble jouable de se saisir de cette question du numérique, des communs négatifs du numérique ? En tout cas, oui, effectivement, ça me semble très important. Et il me semble très important aussi, justement, de sortir d'une sorte de lutte ontologique contre le numérique qui pratiquement produit pas forcément grand-chose, et de se dire que peut-être que demain, de manière un peu plus concrète, si on veut opérer, entre guillemets, une transition, une bifurcation, une redirection, ces termes qui ont un peu plus de poigne, on va dire, peut-être qu'une des conditions, ce serait de démanteler les grandes plateformes qui existent. Moi, j'y suis par exemple personnellement tout à fait favorable, les plateformes de réseaux sociaux. Ce serait qui semble aujourd'hui intouchable, il faut le dire. Qui semble intouchable, mais c'est intouchable jusqu'au jour où c'est touché. Alors, peut-être pour répondre à ça, j'ouvre le livre justement par un exemple qui me semble intéressant. C'est l'exemple de la crise de l'azote aux Pays-Bas, qui est intéressant parce qu'il montre qu'un pays qui est deuxième exportateur agricole au monde, quand il met en place un dispositif qui permet de continuer à polluer en se déversant de l'azote, que ce soit dans l'atmosphère ou dans les sols, et que ce dispositif est retoqué parce que attaqué par une petite fondation écolo locale et une ONG, et l'Europe, et que ça passe aussi par l'Europe, eh bien, se retrouve obligé de changer complètement sa trajectoire. Et donc, une chose qu'on n'aurait pas imaginé possible, parce que c'est vraiment une activité stratégique pour ce pays-là, parce qu'on pourrait se dire, le capitalisme ne laissera pas faire, les industriels ne laisseront pas faire, le gouvernement, qui est en plus libéral-conservateur, ne laissera pas faire, et au final, c'est ce gouvernement libéral-conservateur qui fait bifurquer le pays, qui le fait entrer dans une crise politique inédite. Donc pour moi, on va être de plus en plus confronté à ce type de situation, et il y a même un enjeu à trouver les bons leviers d'action pour déclencher en fait ce type de situation. Ce qui est aussi un aspect démocratique, puisque ça vient de la société civile qui finalement alerte sur le danger d'un certain nombre de réalités. Ici, c'est les rejets liés à l'azote, notamment dans les zones Natura 2000, mais il faudrait pouvoir travailler sur les raisons qui amèneraient peut-être à un démantèlement ou une socialisation de ces plateformes. Et à mon avis, on doit pouvoir en trouver. Oui, parce que c'est précisément le risque que ce démantèlement soit brutal, autoritaire, antidémocratique.
Alors, comment éviter justement que ces questions du démantèlement, du renoncement soient récupérées par une forme de capitalisme qui viendrait accroître à nouveau les inégalités? Alors tout à fait, il y a deux risques ici. Dans l'exemple de la crise de l'azote aux Pays-Bas, le risque, ça a été un risque lié à l'attentisme, au fait de ne pas agir, alors qu'en fait, vu le modèle agricole extraordinairement intensif des Pays-Bas, bien cette crise de l'azote était très largement prévisible et anticipable. Et donc le fait d'en sortir aurait effectivement évité à quelques gouvernements que ce fut la crise politique dans laquelle le pays est maintenant plongé depuis plusieurs années. Le dispositif dont je parlais tout à l'heure a été retoqué en 2016, donc c'est pas une crise qui est récente. Et comme cette anticipation n'a pas été faite, eh bien les mesures prises sont d'autant plus brutales. Moins on anticipe, plus les mesures prises de renoncement, de fermeture sont brutales. D'où le fait qu'on a une crise politique qui s'accompagne de la circulation de récits complotistes, racistes, etc. Donc ça met vraiment le pays dans une situation très, très difficile. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la société civile qui a essayé d'anticiper comme elle l'a pu la nécessité justement de renoncer à ce modèle parce qu'il n'est pas viable localement. Dans le deuxième cas possible, effectivement, il faut éviter que des renoncements, des fermetures, c'était déjà un point qu'on identifiait notamment dans le chapitre de Diego Landívar dans Héritage et fermeture, que ce soit l'apanage finalement du capitalisme. Il y a déjà des modes de fermeture qui sont des modes de fermeture capitalistiques. Effectivement, on peut avoir des grandes institutions qui expliquent qu'il faut déclarer un certain nombre d'activités comme étant dépourvues de viabilité pour imposer un certain nombre de modèles. Et à cet endroit-là, il y a une contestation possible. C'est-à-dire qui pose les jugements de viabilité. Et là, dans cet exemple, c'est très intéressant parce qu'on a la Banque mondiale qui s'appuie sur le réchauffement climatique global sans aller voir exactement la situation sur place pour dire l'agriculture sur les côtes du Bangladesh n'est plus viable. Alors que si on regarde précisément ce qui se passe en allant sur le terrain, on a des réponses extrêmement différentes et on voit qu'en fait, la montée des eaux n'est pas due uniquement à cette cause très globale qui est le réchauffement climatique, mais à des causes beaucoup plus locales, proches, et qui sont liées à des activités économiques qui ne sont pas remises en cause justement par la Banque mondiale. Donc c'est là où il y a vraiment un sujet de controverse, de résistance politique, et qu'il faut évidemment investir, et qu'il faudra investir de plus en plus dans les prochaines années. Investir pour se réapproprier les communs négatifs que l'on ferme, et investir pour contester un certain nombre de fermetures qui vont être proposées et qui en fait vont maintenir une forme de statu quo. Alors, question à nouveau centrale qui revient à parler des sciences sociales et de notre volonté de changer. Fermer ces communs négatifs, renoncer, c'est aussi remettre en cause certains de nos attachements. Et à moins de vivre dans une grotte, on a tous et toutes des attachements susceptibles d'être bouleversés. Alors la première question, c'est comment nous défaire, à la fois individuellement et collectivement, des attachements nocifs. Et la deuxième question serait peut-être comment se réattacher, puisqu'on a tous un besoin d'attachement, je viens de le dire, et comment trouver de nouveaux enchantements qui pourraient être cette fois compatibles avec le maintien d'une planète habitable. Alors oui, tout à fait. Il y a un bon exemple qui illustre. Pour moi, c'est une question de justice, qui est une question de justice aussi souvent nord-sud. Un bel exemple qui illustre, c'est un tweet qu'avait écrit et que je cite dans mon livre Jason Hickel, qui est un théoricien contemporain important de la décroissance et qui expliquait dans un tweet un peu rageur, on est en train d'immoler les pays du Sud pour permettre aux gens du Nord de continuer à conduire en SUV. Et tout de suite, les gens... Électrique en l'occurrence. Voilà, tout à fait. D'électrifier des SUV, et pour ça, on est en train de sacrifier les pays du Sud. Et il y a des gens qui lui sont tombés dessus en disant, mais alors, tu es contre la décarbonation. Et lui a dit, non, je ne suis pas contre la décarbonation, parce que c'est un préalable qui est absolument nécessaire, j'y travaille au quotidien. Mais ce que je veux dire, c'est que décarboner des SUV, ça n'est pas une bonne idée, parce que ça maintient, voire en fait, ça renforce l'extractivisme vis-à-vis des pays du Sud. Et donc, c'était intéressant, parce que lui-même était...
pris entre ces deux impératifs d'électrification et en même temps de combat du statu quo. Et effectivement, il y a des zones de frottement ici. Et moi-même, j'essaye de reprendre, de comprendre un petit peu la difficulté qu'il a rencontrée en disant qu'il y a un enjeu de justice qui est lié à l'existence des communs négatifs. Et on peut considérer que la voiture, peut-être que c'est un commun négatif. Ça a été en tout cas un moyen de libérer dans l'atmosphère des quantités de CO2 absolument faramineuses depuis l'ère industrielle, enfin, le développement en tout cas de l'automobile, et ce qui est évidemment tout à fait problématique. Donc rétrospectivement, et c'est un attachement majeur dans nos sociétés. Ça fait partie des attachements. Oui, tout à fait, tout à fait. On pourrait se dire que ça ne devrait pas exister et que donc une réponse face à ça serait de dire si c'est un commun négatif, il faut s'en débarrasser. Mais effectivement, dans un second temps, il y a un autre niveau où on est attaché à ces communs négatifs et on ne peut pas simplement dire aux gens qu'on va s'en débarrasser individuellement sans repenser les systèmes de mobilité, sans repenser les services publics en la matière, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à détricoter finalement ces systèmes de mobilité qui sont aujourd'hui fortement inadaptés? Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une partie de décarbonation dans l'immédiat, mais des mesures, j'allais dire, de soutenabilité faible, mais pour aller derrière vers des mesures de soutenabilité forte et une rupture surtout avec le statu quo. Donc on est obligé d'articuler tous ces éléments ensemble et c'est pas forcément évidemment toujours évident. Pour répondre par ailleurs à votre question, donc effectivement l'enjeu c'est pour qu'on puisse faire ressortir des critères de justice pour dire où est-ce qu'on est obligé de diminuer, il faut diminuer notre empreinte, quels sont les rapports nord-sud, etc., etc. Si on doit pouvoir identifier les communs négatifs et les attachements aux communs négatifs, la première chose qu'il faut faire, c'est regarder effectivement les attachements. C'est cartographier les attachements, c'est travailler sur les attachements. Et là, il y a un élément démocratique et qui distingue un petit peu l'approche que moi je propose d'une approche qui serait une approche par les besoins et la planification. On a des approches par les besoins et la planification. On nous explique par exemple qu'il faut en fait regarder quels sont les besoins essentiels, naturels, universels, etc. Une fois qu'on a couvert tous ces besoins-là, eh bien, on peut, les assurer et donc on peut opérer par exemple une planification écologique. Avec les attachements, ça n'est pas le cas. Avec les attachements, on ne peut pas faire sans les personnes qui sont attachées à un certain nombre de réalités. Et quand je dis attachement ici, c'est pas que des attachements positifs. Attachement, ça veut dire ce à quoi on tient, ce qui nous tient, selon la caractérisation qu'en donne Antoine Aignan, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur cette question. Et donc, on a aussi des attachements involontaires, des attachements pesants, des attachements non souhaités et avec lesquels il faut opérer finalement des négociations. Donc, et l'enjeu démocratique, c'est aussi de prendre en compte les attachements des populations vulnérabilisées, vous dites. Absolument, absolument. Donc c'est un point qui est extrêmement important. On ne peut pas prendre en compte les attachements sans les personnes qui sont attachées. Et on ne peut pas prendre en compte les attachements sans aussi ne pas regarder uniquement les attachements des personnes valides, blanches, etc., etc. Et regarder de quoi ont besoin pour vivre des personnes qui peuvent être en situation de handicap ou dans d'autres situations. Et c'est là où justement je prends un exemple d'un militant autochtone et en situation de handicap et qui parle justement des problèmes liés au réchauffement climatique et des problèmes liés à sa situation où on n'est pas obligé d'opposer l'un à l'autre, c'est-à-dire la figure de l'autochtonie et la figure de la personne en situation de handicap. On peut être les deux et ce qui croise en fait les enjeux. Donc oui, la question des attachements, c'est pas quelque chose qui peut être chanté simplement par une expertise et c'est là aussi il y a un élément démocratique. On ne peut pas enquêter sur les attachements sans les personnes qui sont attachées et qui sont elles-mêmes les experts et les expertes en fait de leurs attachements. Et donc, c'est aussi une manière de les associer à une réflexion qui va faire émerger justement cette cartographie des attachements sur laquelle on peut se baser ensuite pour avoir des critères de justice si on doit opérer derrière des désattachements. Si on n'a pas de critères pour le faire, on va trancher dans le vif et donc on va le faire de manière extrêmement brutale. Et dans un contexte à nouveau de crise écologique, dans un contexte où de toute façon la sobriété va s'imposer à nous, est-ce qu'on peut profiter justement de ce moment pour trouver de nouveaux attachements? Est-ce que ça peut nourrir nos réattachements, si j'ose dire? Oui, très certainement. C'est un moment effectivement qui invite à
problématiser, à ouvrir la boîte noire un petit peu de ce à quoi nous sommes attachés. Alors souvent, ce sont des attachements directs, mais il y a aussi des attachements indirects qu'on ne voit pas forcément. On peut être attaché sans qu'on le sache, je sais pas moi, au commerce international, à l'aviation, parce qu'il y a des choses que l'on consomme, que l'on utilise, qui nécessitent justement de traverser de très grandes distances, sans qu'on en ait forcément conscience. C'est des choses qu'on a pu apercevoir davantage, notamment durant la pandémie, quand on se rendait compte qu'un certain nombre de produits, il y avait une tension sur la disponibilité d'un certain nombre de produits. Donc ça nous liait directement à des images que vous pouvez voir de transporteurs à l'arrêt ou voilà, de choses comme ça. Donc oui, il y a indéniablement un élément où on va repenser finalement la nature de nos attachements, la viabilité de ce à quoi on est attaché, et peut-être essayer effectivement de se réattacher à des éléments qui sont davantage soutenables. Après, moi je n'exclus pas qu'il faille faire ce travail, mais qu'en même temps on se retrouve aussi à maintenir des attachements à des éléments qui sont problématiques, mais dont qu'on choisit de maintenir parce que par ailleurs ils assurent des services qui sont essentiels pour un certain nombre de personnes. Donc l'idée n'est pas de rester uniformément à l'intérieur des lignes planétaires, ce qui à mon avis n'a pas forcément scientifiquement grand sens, mais c'est plutôt de choisir justement ces attachements et de se dire qu'on ne peut pas avoir autant d'attachements problématiques, mais que s'il y en a certains qui sont malgré tout extrêmement importants, la question c'est aussi collectivement de se dire que ces attachements-là, on les maintient malgré tout. Et quand on parle sobriété, on parle forcément renoncement matériel, mais vous vous invitez aussi à explorer un autre versant de la sobriété, c'est celui que vous appelez intensif de la sobriété. Et en cela, vous parlez par exemple de la lecture, de la musique comme étant des activités que l'on peut explorer de manière infinie avec justement des infrastructures sobres. C'est ça, se réattacher, c'est explorer ces formes d'activité, par exemple ? Effectivement, ça peut être tout à fait une manière de se réattacher. Nous sommes des créatures d'attachement, donc on ne peut pas simplement survivre en satisfaisant des besoins naturels. Et puis, les besoins ne sont pas tous les mêmes selon les milieux. Selon les milieux, les besoins sont extrêmement différents. Ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les infrastructures de mobilité. Il y a des milieux où aujourd'hui, par la campagne en France et certains endroits, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas survivre, ce qui est regrettable, et ça ne devrait pas être le cas, mais aujourd'hui, dans l'immédiat, c'est le cas. Donc on ne peut pas simplement dire, passez-vous de votre voiture, et puis on verra bien ce qui va se passer. Donc la question des besoins, elle est compliquée pour cette raison. La question des attachements, elle regarde aussi la variété des milieux, y compris des milieux qui sont problématiques, qu'il faudrait détricoter. Et effectivement, la question qui va se poser derrière, c'est de se dire, il y a une compréhension, et c'est un travail qu'on avait fait avec Nathan Benkemoun, un collègue. On avait posé deux notions pour appréhender la sobriété. C'était à la fois la sobriété extensive, c'est-à-dire le fait que la sobriété, c'est effectivement une réduction de notre empreinte matérielle qu'il faut viser. Mais pour le faire, il faut politiser la sobriété et viser également une réduction des inégalités, parce que la sobriété sans réduction des inégalités, comme je dis souvent, c'est la guerre civile, donc c'est même pas la peine. Donc la condition, la précondition pour aller vers la sobriété, c'est de lutter contre les inégalités, ce qui est d'ailleurs quelque chose que toutes les études qui parlent de réchauffement climatique et des réponses qu'on doit lui donner mettent en avant que un point politique fondamental dans la littérature scientifique sur ces questions, c'est la lutte contre les inégalités. Donc ça, c'est un point qu'il faut évidemment remettre au centre. Mais à côté de ça, il y a aussi une dimension un peu différente, parce que la sobriété extensive, la diminution de notre empreinte, peut-être ne suffit pas à elle seule. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nous dire qu'on va trouver une satisfaction dans cette diminution, peut-être parce que justement le monde moderne, le monde de la marchandise, le monde du spectacle, on choisit son déterminant ontologique que l'on veut. C'était un monde qui était un monde mauvais, donc le fait d'en sortir, c'est forcément bien ipso facto. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ça, et peu importe. Mais si on veut pas en faire qu'une question comme ça philosophique, où il faut avoir lu tout de bord, ou toute la critique de la valeur pour finalement être en capacité d'aller vers la sobriété, eh bien il y a aussi une manière de se dire qu'on peut intensifier notre rapport à l'expérience avec une empreinte matérielle, technique, infrastructurelle moindre. Effectivement, la question de la lecture, la question du fait de jouer de la musique, par exemple, quand on parle à répétition finalement
on génère de la satisfaction, on génère du plaisir, etc., avec finalement une empreinte environnementale, une empreinte matérielle extrêmement faible. Effectivement, c'est un type de pratique peut-être qu'il faut aujourd'hui valoriser ou revaloriser pour mettre en cause d'autres pratiques. Typiquement, aujourd'hui, l'écoute musicale a sans doute une empreinte matérielle beaucoup plus importante que la pratique d'un instrument, ce qui est assez paradoxal finalement, qu'en tant que consommateur, on a une pratique beaucoup plus importante qu'en tant qu'acteur et producteur finalement de musique. Donc comment est-ce qu'on arrive aussi d'une certaine manière, pour reprendre une expression que disait Bernard Stiegler, à se déprolétariser, parce que peut-être que avoir une empreinte moindre aujourd'hui, c'est aussi se déprolétariser. Donc de cette manière, il y a un retour vers, alors c'est peut-être pas une forme d'autonomie, mais c'est peut-être pas si incompatible que ça avec des formes d'autonomie. Moi, l'autonomie sans le côté réactionnaire, ça me va très bien, par ailleurs. Alexandre Monin, quel a été votre plus grand déclic écologique ? Alors, c'est sans doute d'avoir travaillé dans un institut de recherche en informatique. Moi, j'ai travaillé dans un institut de recherche en informatique entre 2014 et 2017. J'ai travaillé chez INRIA à Sophia Antipolis. J'étais le premier, peut-être le dernier philosophe embauché par INRIA, parce que j'en ai démissionné. Donc moi, je suis pas déserteur, mais je suis démissionnaire. Et en fait, je vivais dans un monde qui était un monde tout numérique. L'horizon pour demain, c'était un monde tout numérique. Donc, c'était le monde de la Smart City, des objets connectés. Alors, c'était pas encore le monde de ChatGPT parce qu'on n'était pas encore exactement là-dedans, mais c'était en train d'émerger. Et donc, il n'y avait pas de questions finalement à se poser. Et ça me rappelle cette conférence de Gérard Baird. Je sais jamais si c'est pourquoi et comment le monde devient numérique ou comment et pourquoi, peu importe. Mais en tout cas, le monde allait devenir numérique. C'était une conférence un cours de 2008 au Collège de France. Et donc, le fait de contester finalement ça, d'essayer en tout cas de resituer ce monde numérique dans, on peut dire ici l'anthropocène, on choisit le scène que l'on veut, mais en tout cas dans une perspective plus vaste, eh bien ça permettait de suspendre finalement la réalité de ce monde projeté, parce que c'est quand même un monde projeté, qui peut aussi, si on le souhaite, et si on y travaille politiquement avec des frottements, mais ne pas advenir. Et donc ça m'a amené aussi à me poser la question de comment ne pas faire advenir ce monde-là si on considère qu'il est absolument dépourvu de viabilité, si on considère que c'est un monde zombie, pour parler comme José Alloy qui parle des technologies zombies. Le numérique, ce sont aussi des technologies zombies. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut s'en passer du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que tout est négatif, mais elles ont aussi un aspect zombie. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un monde qui tournerait uniquement autour de ces technologies serait un monde effectivement zombifié et donc il y aurait un grand nombre de soucis. Donc voilà, comment est-ce qu'on ouvre finalement des possibles au-delà de cette chape de plomb. Ça a été moi mon déclic écologique. Et derrière, effectivement, ça ouvre beaucoup de possibles. Si on suspend la réalité qu'on essaye de nous vendre, y compris dans des instituts comme ça, qui travaillent à faire advenir cette réalité, effectivement, en fait, c'est un comportement très contestataire. Et d'où, effectivement, à la fin, la démission que j'ai posée. Dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si on parvient dans les pays du Nord global, disons, puisque on est quand même les pays qui avons la responsabilité historique du réchauffement climatique, si on parvient à organiser, à politiser le renoncement? Projection dans 20 ans. C'est une bonne question. Si on arrive à susciter et à encaisser des crises comme celle dont je parlais aux Pays-Bas, mais en les multipliant finalement dans plein de domaines, c'est un monde, dans un premier temps, fortement déstabilisé, comme on le voit, parce que la dépendance au sentier, la dépendance, les attachements, etc. sont très forts. Mais pour moi, c'est un monde qui de toute manière va s'imposer à nous. La question, c'est plutôt d'anticiper en fait les changements qui vont intervenir, parce que quand on regarde dans tous les domaines, on a une discussion avec Emmanuel Bonnet, avec le VP d'une entreprise du CAC 40, et Emmanuel, qui travaille sur l'exemple des stations de ski, lui disait en fait toutes les organisations ont leur neige qui est en train de fondre, donc ce sur quoi elles reposent qui est en train de fondre. Alors même s'il y a des plans pour avoir de la neige artificielle, de la neige de culture, etc., ça n'a pas forcément fonctionné. Et donc si cette neige est en train de fondre un petit peu dans toutes les organisations, eh bien de toute manière ces changements vont en réalité s'imposer à nous. Et la question, c'est comment est-ce qu'on crée aujourd'hui, on nourrit des milieux qui soient suffisamment
non toxiques et des cadres d'action qui soient suffisamment dépourvus de toxicité pour qu'on puisse faire face à ces situations qui vont s'imposer à nous. Donc voilà, pour moi, dans 20 ans, ce serait, si on a bien travaillé, d'avoir un monde qui n'est pas aussi toxique qu'aujourd'hui. Et je reboucle sur ce que je disais sur les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Je pense que ce sont aussi des environnements numériques qui contribuent très fortement et qui se nourrissent de cette toxicité. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin urgemment de les socialiser. Alexandre Monin, merci pour votre regard critique. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?